Bienvenue pour ce deuxième webinaire du projet Terrae qui va porter sur la thématique des fourrages conservés. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois intervenants. La première est Virginie de Creuyenard du CRAW qui va nous expliquer comment et pourquoi analyser ces fourrages. La deuxième intervenante est Lina Delforge de la SBL Fourrage Mieux qui va nous expliquer quels sont les impacts de la conservation des fourrages sur leur qualité. Et enfin, Arnaud Farinel de la SBL Fourrage Mieux également présentera le potentiel de valorisation des fourrages par les bovins. Donc, il nous expliquera ça via des cas concrets de rations à base d'herbe. Chaque intervention va durer à peu près 15 minutes, au bout desquelles vous pourrez poser vos questions et les intervenants répondront à vos questions. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat par écrit et je relayerai l'information. Voilà, donc je remercie déjà les trois intervenants pour leur participation et je vais laisser la parole à Virginie. Ok, donc je vais partager. Oui. Attends. Est-ce que vous avez bien la présentation Oui, on la voit. en plein écran? Oui. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à la demande d'Antoine, je vais faire le point sur l'analyse des fourrages et vraiment de mettre l'accent sur pourquoi et comment analyser ces fourrages. Mais l'évidence, c'est que pour l'intérêt de l'analyse des fourrages est d'en déterminer la qualité globale, la qualité étant au niveau de sa composition que de sa valeur nutritive. Pourquoi? Pour pouvoir distribuer, allouer les différentes qualités aux différentes catégories animales qui seront présentes sur l'exploitation, qui sont présentes sur l'exploitation, et in fine, pour pouvoir établir des rations qui sont les plus justes possibles et qui correspondent bien aux besoins des différents animaux qui sont présents sur l'exploitation. Alors, pourquoi déterminer la qualité des fourrages? Parce que, contrairement aux aliments concentrés ou aux ingrédients secs, hein, comme de l'orge, un tourteau, la qualité des fourrages et la valeur nutritive des fourrages, elle est extrêmement variable. Elle est variable entre les fourrages, hein. C'est ce que j'ai voulu illustrer en vous montrant les graphiques ici. On voit qu'on a des différences entre du maïs ensilé, du foin, de l'herbe ensilée, de l'herbe fraîche, si on fait un focus sur les teneurs en protéines et les teneurs en énergie. On a aussi pas mal de différences dans une même catégorie. Par exemple, on voit que pour l'herbe ensilée, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on peut avoir des teneurs en protéines qui varient de 5 à plus de 20% et des teneurs en énergie qui varient de 650 VEM à presque 1000 VEM. Donc, on a vraiment de la variabilité et cette variabilité, elle va dépendre du type de fourrage, hein, comme on le voit bien sur les graphiques présentés, hein. La valeur nutritive et la composition chimique de l'herbe, elle est très différente de celle de l'ensilage de maïs, qui est elle-même différente de celle de l'herbe d'ensilé ou du foin. Donc, on voit que le type de fourrage va importer au niveau de cette variabilité. Une deuxième source de variabilité, c'est le type de conservation. Les foins n'ont pas les mêmes valeurs alimentaires que l'herbe ensilée. Les pratiques de récolte aussi peuvent avoir une influence. Est-ce qu'on procède à un préfanage plus ou moins fort? Est-ce qu'on récolte avec des conditionneurs ou pas? Tout ça va influencer la valeur nutritive du fourrage et, in fine, la nature du mélange fourrager. Est-ce qu'il y a des légumineuses et autres dicotyléés dans le mélange? Tout ça sont les sources de variation qui font qu'il est difficile de se baser sur des tables alimentaires pour déterminer la valeur nutritive de ces fourrages. Alors, quand on analyse un fourrage, on va avoir deux volets de valeurs. Des valeurs qui sont relatives à la composition chimique. Donc ça, c'est ce qu'on obtient par analyse. Dans un aliment, on a
l'eau et la matière sèche. La matière sèche va nous permettre de comparer les aliments les uns après les autres. Et dans cette matière sèche, on va retrouver la matière organique et des cendres. Et cette matière organique va aussi se décliner en différents facteurs que sont les protéines, la cellulose, les fibres, les sucres et ou amidons en fonction de la nature du fourrage, les matières grasses éventuellement. Et tous ces paramètres sont utiles lorsque l'on établit les rations. À partir de ces analyses, on fait des estimations par calcul qui nous permettent d'avoir les valeurs nutritives de l'aliment en termes d'énergie, les VEM ou les UFL, les VV ou les UFV, ou en termes de protéines, les DVE ou les PDI, l'OEB ou la balance protéique dans le rumen. Donc tous ces paramètres sont obtenus par calcul, sont présents sur le bulletin d'analyse et ils sont obtenus par calcul à partir de la composition de la matière organique. Alors justement, sur ce bulletin d'analyse, par quoi mon attention doit-elle être attirée et quels sont les renseignements à fournir au laboratoire pour avoir une analyse qui tienne la route? Alors un des premiers, c'est notamment le type de fourrage. Il faut signaler au laboratoire à quel type de fourrage on a affaire. Est-ce que c'est un ensilage d'herbe, un foin, un ensilage de maïs? Parce que cela va conditionner la précision de l'analyse. Un deuxième paramètre auquel on va être attentif, c'est la matière sèche. Le troisième, les protéines qui sont exprimées en termes de PBT ou MAT en fonction des bulletins d'analyse, exprimées en grammes ou en pourcents. Vient ensuite la digestibilité. Ce sont des facteurs qui sont importants pour déterminer la valeur nutritive. Suite à la digestibilité, on va s'intéresser aux teneurs en fibres qui apparaissent sous différents paramètres dans le bulletin d'analyse. On a d'abord les celluloses brutes, puis aussi on a ce qu'on appelle le fractionnement de la fibre, NDF, ADF, ADL pour fibres au détergent neutre, fibres au détergent acide et lignine pour l'ADL. Alors, tous ces termes regroupent le pool de fibres totales de l'aliment et notamment la fraction hémicellulose, cellulose et lignine qui sont fort bien valorisées par les ruminants. Viennent ensuite les teneurs en sucre et amidon en fonction du type de fourrage qui sera analysé. L'amidon, c'est plutôt réservé aux ensilages de maïs et aux céréales immatures en fonction du stade de développement des plantes à la récolte. Les sucres, ils seront plus ou moins présents en fonction de la matière sèche de notre ensilage. Si on a un ensilage assez humide ou si on a de l'ensilage de maïs, il y a une consommation des sucres lors de la fermentation et on en retrouvera très peu. Si on a un ensilage préfané, voire un point, on peut avoir des teneurs en sucre qui augmentent, qui sont assez conséquentes. À partir de là, on calcule effectivement les valeurs nutritives qui sont reprises sur ce bulletin d'analyse en termes de unités fourragères pour produire du lait, VEM ou UFL, unité fourragère pour produire de la viande, les VV, et puis tout le pool de protéines, protéines digestibles dans l'intestin, les DVE, qui sont le système de mesure utilisé pour déterminer les rations des ruminants. Quand on est avec des produits fermentés, on va retrouver aussi des paramètres comme le pH qui permettent et la fraction ammoniacale. Salina en parlera probablement, qui permettent notamment d'avoir une idée de la conservation des ensilages. Et pour toutes les catégories d'ensilage, on a aussi le paramètre cendre total qui, lui, donne une idée de la teneur en cendres solubles, en minéraux et en cendres insolubles, donc tout ce qui est contamination par de la terre aussi. Alors, une fois qu'on a ce bulletin d'analyse, la valeur nutritive, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie, de protéines et de minéraux qui sont présents dans l'aliment, dans le fourrage, pour couvrir les besoins en énergie et en protéines de ces animaux, des animaux, du bétail présent sur l'exploitation. Et on a deux systèmes d'évaluation qui coexistent, en tout cas en Belgique et en Wallonie. On a le système français INRA de
2007 qui a été révisée en 2018 et cette révision fait qu'on a un espèce de rapprochement avec le système hollandais, le système CVB 91 qui a été révisé en 2007 et ces deux systèmes sont utilisés. Une fois qu'on a la valeur nutritive, on peut alors avoir une estimation de la valeur alimentaire et cette valeur alimentaire, c'est la contribution des aliments dans la ration à la couverture des besoins des animaux. Et donc, on a une notion d'ingestion, de quantité d'aliments distribués qui vient s'ajouter à cette valeur nutritive pour faire la valeur alimentaire. Alors, c'est quoi une bonne analyse? Une bonne analyse, c'est avant tout un bon échantillon. Il faut qu'on ait un échantillon qui soit représentatif du ou des stocks qui sont disponibles sur l'exploitation. Donc, on est face à des tonnes de matière et on doit, in fine, apporter autour de 1 kg d'échantillons au laboratoire pour procéder aux analyses. Alors, pour bien échantillonner, il y a différentes techniques qui sont disponibles. Il y a des folders, je pourrais passer au besoin à Antoine si vous voulez plus d'informations, mais on compte qu'un bon échantillon doit faire de 500 grammes à 2 kilos en fonction de la matière sèche du fourrage à échantillonner. Il doit être un reflet fidèle de plusieurs tonnes de fourrage qui sont présents sur l'exploitation. Donc, il suffit pas de prendre 2-3 poignées au front d'attaque du silo, par exemple, pour avoir un échantillon qu'on peut considérer comme représentatif. Il faut vraiment soigner cet échantillonnage. Un deuxième point d'attention, il faut qu'il soit correctement identifié. Donc, quand on parle du correctement identifié, c'est le type de fourrage, comme on a pu le voir sur le bulletin d'analyse, mais aussi éventuellement la date de récolte, le numéro de la coupe, le lieu du prélèvement. Est-ce qu'il s'agit d'un fourrage, d'un échantillon qu'on a pris dans des andins avant la récolte, ou est-ce qu'il s'agit d'un échantillon qu'on a pris dans le silo au moment de son ouverture, ou quelque temps après son ouverture. Tous ces paramètres sont vraiment précieux pour le laboratoire pour qu'il puisse effectuer une analyse dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, il doit être rapidement acheminé au labo quand on fait des prélèvements des échantillons de fourrage. Ben, il ne faut pas qu'on les laisse en plein soleil dans un sachet plastique. Les fermentations continuent à évoluer. Donc, c'est l'importance de rapidement l'acheminer au labo. Et si ce n'est pas possible, qu'on a une campagne de prélèvement sur la journée, ben, s'assurer que ces échantillons prélevés sont conservés dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on utilise notamment des glaciers. Alors pour les analyses, ben, la plupart des laboratoires utilisent la spectrométrie dans le proche infrarouge. En tout cas, c'est le cas des laboratoires provinciaux, mais d'autres laboratoires privés mobilisent également cette méthode d'analyse. Alors son intérêt, c'est que c'est une méthode qui est non destructrice. Donc une fois que l'échantillon a été analysé, il existe toujours. Il n'y a pas de destruction de l'échantillon. Elle est peu coûteuse et elle est aussi relativement rapide. Il faut compter que quand on a prélevé un échantillon, il y a au laboratoire, il y a une étape de séchage et de broyage qui va prendre le séchage autour de 48 à 72 heures en fonction de la matrice, en fonction du type de fourrage et le broyage qui suit, mais une analyse infrarouge, c'est quelques minutes. C'est une méthode qui est aussi indirecte et qui dit méthode indirecte dit qu'il faut développer des étalonnages. Il existe des étalonnages qui couvrent toute la gamme de fourrages que l'on peut analyser, que l'on peut trouver dans une exploitation d'élevage. Et qui dit méthode indirecte dit aussi qu'on a des erreurs d'estimation sur l'analyse que l'on reçoit. Ces erreurs d'estimation sont validées tous les ans et on ajoute des échantillons dans les étalonnages pour justement améliorer les estimations. Alors, l'autre intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut avoir plusieurs paramètres en une seule analyse. Et donc, comme je l'ai déjà dit, qu'elle est mobilisée dans la plupart des laboratoires, qu'ils soient provinciaux ou privés.
Alors, pour finir cette petite introduction et passer la parole à Lina et à Arnaud, je dirais que pourquoi analyser les fourrages? C'est parce qu'il est quasi impossible de déterminer leur valeur nutritive sans passer par une analyse. Il faut vraiment être attentif à l'échantillonnage, qui est une étape cruciale pour qu'on ait un échantillon qui soit bien représentatif du stock qui a été récolté pour l'alimentation du bétail. Et pour in fine, estimer une valeur alimentaire qui permette d'utiliser au mieux les stocks et donc de faire un bilan fourrager de son exploitation en toute connaissance de cause. Voilà en ce qui me concerne. Et merci beaucoup, Voilà, j'ai Virginie. arrêté la présentation parce que je ne vous voyais plus. Maintenant, je vous revois. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans S'il le y a des chat, mais questions, n'hésitez pas. Oui, voilà. C'était vraiment introductif pour introduire les... Si vous avez des questions, n'hésitez pas Ou dans des le chat. remarques. Voilà. Sinon, oui, voilà. S'il n'y a pas de réaction, on va déjà passer à la présentation de Lina. Ouais, je vais partager. On voit ta présentation. En là, les en grand. Ah ouais. Ah voilà, Ouais, là, c'est elle est en bien. grand écran. Ok. Ok, ben, donc comme on vient de voir, ben, les fourrages, leur qualité, ça dépend quand même d'énormément de choses et la qualité d'échantillonnage est vraiment importante. Mais il faut savoir aussi qu'en fonction de quand on a réalisé l'échantillon, si on réalise tout début d'automne pour passer tout l'hiver, en fonction de comment la conservation va se passer, l'analyse qu'on aura reçue début d'automne, on n'aura peut-être plus exactement les mêmes valeurs en cours d'hiver en fonction de cette conservation. Donc, au niveau de la qualité de fourrage, ben, elle va influencer la quantité ingérée par les animaux, la production des animaux et la santé de ces derniers. Donc, on a vu dans la présentation de Virginie qu'en fonction du type de fourrage, du stade de développement, de l'environnement, tout ça va avoir une influence sur la qualité des fourrages. Et donc, moi, la présentation que je vais faire va vraiment s'axer sur la qualité fermentaire et donc la qualité de conservation des fourrages et son impact sur leur qualité. Donc, vu que c'est une petite présentation, j'ai décidé d'axer vraiment sur la conservation par voie humide, donc plutôt que par voie sèche, vu que c'est là où on va détecter le plus de problèmes durant la période de conservation. Donc ça va dépendre déjà du fourrage, mais aussi des techniques d'ensilage ou d'enrubanage, donc le degré de préfanage, la présence de terre ou non, comment ça a été tassé, donc le compactage, l'étanchéité des boules enrubanées ou du silo, et l'utilisation ou non de conservateurs. Tout ça va avoir une influence sur la qualité finale du fourrage. Alors, juste un petit rappel de la conservation par voie humide. Donc, on pourrait résumer ça par une lutte entre les bons et les mauvais micro-organismes. Donc, en gros, l'idée, c'est de favoriser les bactéries lactiques. On les favorise par une privation rapide d'oxygène de la masse d'herbe qui va être ensilée ou enrubanée pour permettre à ces bactéries d'utiliser les sucres, de les transformer en acide lactique afin d'acidifier la masse d'herbe. Donc, cette acidification va empêcher certains micro-organismes nuisibles de pouvoir se développer. On sait, certains organismes, dont les bactéries butyriques, n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer et c'est vraiment un pH suffisamment bas qui va empêcher leur développement. Un pH suffisamment bas va aussi bloquer un petit peu les moisissures, mais celles-ci, sans oxygène, ne peuvent pas se développer. Finalement, un micro-organisme un peu plus complexe, ce sont les levures, parce qu'elles pourront se développer avec ou sans oxygène et elles ne sont pas spécialement intolérantes à un pH trop acide.
On va voir tout ça dans la suite de la présentation. Alors, comment déjà estimer un petit peu les pertes dans les ensilages d'herbe? Donc, c'est jamais évident de savoir, quand on voit son silo, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça ne s'est pas bien passé? Donc, dans certains cas, c'est assez visible. On voit des moisissures, on sent à l'odeur, une odeur rance. On peut tout de suite savoir que ça ne s'est pas bien passé. Mais dans d'autres circonstances, c'est difficile de savoir si on a eu des pertes ou pas lors de la conservation. En tout cas, de pouvoir quantifier ces pertes. Chez Pour Mieux, ce qu'on a fait, c'est essayer d'un peu quantifier ces pertes, donc pour pouvoir avoir une idée globale de ces pertes. Et donc, via la méthode des sacs enfouis. Donc, en gros, on enfouit des sacs le jour de l'ensilage, on les pèse, on les analyse, et lorsqu'on les récupère en hiver, on les pèse une nouvelle fois, on les analyse et on peut comparer. Donc, c'est une comparaison sur la même masse d'herbe pour avoir une idée de ces pertes. Donc là, les chiffres que je vous présente, ce sont essentiellement des chiffres sur l'hiver dernier. Donc là, on est en cours de récolte des sacs dès qu'on arrive dessus dans les silos. Mais on peut voir que les pertes en kilos de matière sèche étaient de plus ou moins 10%. Donc on a mis des sacs dans 6 fermes et c'est à peu près chaque fois 5 sacs par silo. On ne les a pas tous récupérés, mais on a récupéré une vingtaine de sacs. Au niveau de l'énergie, on avait 17% de perte, 10% en protéines. Et pour l'utilisation des sucres, c'était à peu près 40%. Donc on voit l'utilisation des sucres, en fonction de la teneur en matière sèche, on aura une utilisation plus ou moins importante. Donc si votre silo ou votre enrubanné est plus humide, on va utiliser plus de sucre. La fermentation, donc la transformation des sucres en acide lactique ou autre acide acétique, va être plus importante. Donc ici, pour ces pertes, la matière sèche moyenne des ensilages que nous avons analysés était de 43%. Et du coup, pour les boules rubanées, on a fait un peu le même style de travail, donc essayer de déterminer les pertes lors de la conservation. Donc juste avant d'être rubanées, les boules ont été pesées et analysées. Donc on a pris un échantillon dans chaque boule pour pouvoir estimer les pertes en kilos de matière sèche, en énergie, en digestibilité et en protéines. Donc ici, vous voyez, bon, ça c'est sur un petit peu moins d'échantillons. J'ai commencé ce suivi cette année et donc on a quelques échantillons, mais pas encore. Toutes les données ne sont pas encore disponibles. Donc là, en perte par kilo de matière sèche, on était plus ou moins à 7%, 10% en énergie, 9% au niveau de la digestibilité et 6% au niveau des protéines. On voit aussi qu'au niveau du pourcentage de matière sèche moyen dans les boules qui ont été analysées, on était quand même bien plus élevé, on était à 67% de matière sèche. Et du coup, vu qu'on voit quand même au niveau ensilage ou boule enrubanée, en tout cas dans la plupart des cas, c'est souvent un ensilage ou un fourrage plutôt sec. Et donc, le début dans cette présentation, j'ai décidé de reprendre un petit peu les risques qui sont présents lorsque le fourrage est conservé trop sec. Donc déjà, on a un risque de porosité qui va être beaucoup plus élevé. Donc souvent, au niveau des silos ou même des boules, on va parler de la densité de ces boules, essayer d'avoir une densité la plus élevée possible pour éviter d'avoir trop de pertes. Mais la densité, sans en parler en même temps que la matière sèche, et donc pouvoir estimer la porosité, ça n'a pas enfin, ça a un intérêt, mais c'est toujours mieux de le mettre en relation avec la teneur en matière sèche. Donc, c'est assez parlant sur ce petit graphique. Si vous avez, pour une même densité, pour 2 silos, si vous avez un silo à 28% de matière sèche et un autre à 36% de matière sèche, celui à 36% de matière sèche aura une porosité plus élevée. Et donc, qui dit porosité plus élevée, dit plus de chances que l'air puisse entrer facilement dans le silo. En gros, tout l'espace qui n'est pas occupé par de l'eau, pourrait être occupé par de l'air. Donc, c'est un problème au niveau des silos. Donc, on voit sur le petit schéma à côté.
plus la porosité va être élevée, plus votre silo va être impacté en profondeur lors de l'ouverture. Donc, en gros, l'oxygène pourra entrer plus profondément dans le silo et réactiver des micro-organismes, que ce soit des levures, des moisissures, plus loin dans le silo. Et donc, ce sera plus difficile de reprendre assez rapidement votre fourrage pour ne pas que ces moisissures puissent se développer. Inversement, si on a une faible porosité, l'impact sera limité aux quelques centimètres derrière le front d'attaque. Au niveau des boules enrubannées, on a un peu la même chose. Plus ça va être sec, plus la porosité sera élevée. Et surtout, enfin pareil pour les silos, surtout si on a un ensilage sec, comme on a vu pour l'utilisation des sucres, la fermentation sera moins importante. Et qui dit fermentation moins importante dit moins, que le fourrage sera moins acidifié. Et donc la seule protection contre les micro-organismes un peu nuisibles, ce sera l'étanchéité du silo ou des boules. Donc en gros, à la moindre micro-perforation, l'oxygène pourra entrer plus facilement et réactiver levures et moisissures et autres bactéries aérobes. Ouais, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir une densité élevée, mais toujours faire attention que plus votre matière sèche sera élevée, plus la densité à atteindre devrait être importante, jusqu'à un moment où techniquement, ce ne sera plus possible d'atteindre cette densité. Déjà parce que plus ça va être sec, plus ça va être difficile à bien tasser. Voilà, ça devient plus compliqué. Et donc, qui dit reprise d'activité des micro-organismes, dit échauffement de votre fourrage. Et donc, activité des micro-organismes, c'est d'office une perte de kilos de matière sèche, une perte au niveau de la valeur alimentaire, au niveau de la digestibilité. Donc voilà, ça a quand même un impact important sur la qualité de vos fourrages. C'est pour ça qu'au début, je disais, si vous avez fait une analyse début d'automne, que la conservation ne se passe pas très bien, donc vous avez des échauffements, vous avez des développements de moisissures sur votre silo, le fourrage que vous allez distribuer à vos animaux ne correspondra plus tout à fait à l'analyse que vous avez reçue. Donc déjà, on a déjà une certaine variabilité dans l'ensilage, mais là, on aurait une dégradation en plus. Donc, à côté, vous avez un petit tableau qui reprend, en fonction du nombre de jours d'échauffement et de l'augmentation de la température, les pertes que l'on peut estimer dans le silo. Une petite formule qui met que par degré au-dessus de la température ambiante, on peut considérer 0,23% de perte de matière sèche. Donc ça peut quand même aller très vite. Donc par exemple, ici sur la photo, vous voyez que dans le silo, on était à une température de presque 50 degrés. C'était sur un coin assez haut, un petit peu moins tassé. Et à l'extérieur, il faisait 5 degrés, donc on avait une différence de température de 45 degrés, ce qui correspond plus ou moins à 10% de perte de matière sèche. Alors, dans les micro-organismes qui sont impliqués quand vous avez un silo trop sec et donc par une reprise d'activité dès que l'on a de l'oxygène, il y a les levures, les moisissures et certaines bactéries. Donc, si je vais un peu me concentrer plus sur les levures et les moisissures, tous les deux, ce sont des champignons qu'on va retrouver partout dans l'environnement. C'est vrai que si vous ramenez de la terre lors de la récolte, des débris végétaux ou un fanage qui va durer un peu plus longtemps, ça va augmenter le risque de levure et moisissure dans le silo. Donc, les levures, comme je l'ai dit, elles peuvent être problématiques avec ou sans oxygène. Donc, sans oxygène, si on est dans un silo fort sec, elles vont pouvoir faire une fermentation alcoolique. Donc, au lieu d'aller vers une fermentation lactique, on va aller vers une fermentation alcoolique et on a des pertes plus importantes. Une acidification qui va être retardée, qui va être plus faible. Et donc, le produit majoritaire de fermentation dans le silo, ce sera l'éthanol. Et si elles ont de l'oxygène, ce ne sont pas exactement les mêmes levures, mais elles vont pouvoir dégrader la valeur alimentaire et donc engendrer des pertes en kilos de matière sèche.
Au niveau des moisissures, ben là, elles ont absolument besoin d'oxygène pour se développer. Donc, quand vous voyez des moisissures sur votre silo, ben, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème au niveau de l'étanchéité, au niveau de la porosité. Donc, c'est vraiment un problème dû à l'oxygène. Elles sont un petit peu plus sensibles à un pH acide. Donc, ce ne sont pas les premières qui vont se réactiver si on a suffisamment, si l'acidification a été suffisamment importante. Donc, ce sont souvent les levures qui vont se réactiver en premier. Elles vont consommer les acides lactiques, donc remonter le pH, qui va ensuite ça va ensuite permettre aux moisissures de se développer. Donc, pareil, on a une dégradation de la valeur alimentaire, de la digestibilité, donc, de la valeur alimentaire, et ça va aussi, il y a un risque aussi au niveau sanitaire, pour les animaux. Donc, les moisissures peuvent, dans certains cas, produire des mycotoxines. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir voir l'impact direct au niveau des ruminants, mais soigner ces animaux avec un fourrage contaminé par des moisissures, par des mycotoxines, ben à force, ça peut avoir un impact sur la santé générale du troupeau. Donc, on voit sur le petit schéma que, en gros, en fonction du nombre de micro-organismes de levure moisissure qu'on aura avant l'ouverture, mais plus on en aura, plus après l'ouverture, elles vont pouvoir se redévelopper rapidement et donc engendrer plus de pertes. Pour ça aussi, au niveau de la fermeture du silo, plus le silo sera fermé rapidement, plus on va le priver rapidement d'oxygène, moins ces levures, moins ces moisissures pourront déjà se développer et donc le stock de départ, en gros, dès l'ouverture, sera moins important. C'est ça aussi au niveau de la porosité, ça a un impact parce que plus la porosité va être élevée, plus dans votre silo, vous risquez, ou même dans vos balles enrubannées, vous risquez d'avoir des petites poches d'oxygène qui restent. Et dans ces poches d'oxygène, ces micro-organismes aérobies vont pouvoir se développer un petit peu. Dès qu'il n'y a plus d'oxygène, ils se mettent en pause, mais ils sont toujours là. Et donc, dès le retour de l'oxygène, ils vont pouvoir se redévelopper, ils seront plus nombreux et donc les dégâts seront plus importants pour votre fourrage. Après, au niveau des ensilages trop humides, on a aussi un risque au niveau de la fermentation, donc risque de mauvaise fermentation. Donc, comme Virginie l'avait dit, dans les analyses, on voit souvent le pH de vos fourrages conservés. Et le pH, c'est toujours à mettre en relation avec la teneur en matière sèche. Donc, plus votre teneur en matière sèche sera faible, plus le pH de stabilité anaérobie devra être faible. Donc, par exemple, les Clostridium, qui sont les bactéries les plus nuisibles, elles vont pouvoir se développer à des pH un peu plus importants, donc en dessous de 4,2, elles ne pourront plus se développer, mais si l'acidification a été retardée pour n'importe quelle raison, elles pourront se développer, et donc il y aura de l'acide butyrique dans votre ensilage. Entérobactéries, les Clostridium, elles vont aussi avoir un impact sur la dégradation des protéines et donc vous aurez plus d'azote ammoniacal. Donc le rapport azote ammoniacal sur azote total dans votre analyse sera aussi plus élevé. Donc, pour que la fermentation démarre au niveau des Clostridies, les spores doivent germer, donc il faut qu'elles soient dans des bonnes conditions. Donc, une humidité relative supérieure à 70%. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le risque dans les ensilages trop humides. Après 45% de matière sèche, il y a quand même beaucoup moins de risques que ces spores puissent germer et donc moins de risques d'avoir de l'acide butyrique dans votre ensilage. Le milieu ne doit pas être trop acide. C'est vraiment au niveau, elles ont besoin d'humidité et elles ont besoin que le milieu ne soit pas trop acide pour pouvoir se développer. Donc la présence de ces Clostridies, c'est vraiment l'indice d'une mauvaise conservation et d'une instabilité de l'ensilage. Donc un ensilage est considéré d'excellente qualité quand il contient moins de 0,1%. Un ensilage bon à moyen en contient moins de 0,5%. Et c'est un peu paradoxal, mais si on a vraiment un ensilage qui
où on a une forte concentration d'acide butyrique, ben, on peut aérer cet ensilage avant de le distribuer. Et si c'est vraiment très riche, ben, évitez d'en distribuer de trop grosses quantités aux animaux, surtout aux animaux les plus sensibles. Donc, savoir comment la fermentation s'est déroulée dans votre silo, ben, ça, vous ne l'aurez pas via une analyse classique. Donc, il faut faire une analyse fermentaire. Pareil, c'est prendre un échantillon dans son silo. Et dans les labos provinciaux, ben, je sais qu'à la Hulpe, c'est possible de faire cette analyse. Donc, pour environ une quinzaine d'euros, vous avez ce genre d'analyse à la Hulpe. Et donc, ça vous permet de savoir un petit peu la proportion d'acide lactique, d'acide acétique et d'acide butyrique dans votre silo et de savoir comment se déroulait la fermentation. C'est vrai que sur l'année même en cours, c'est parfois difficile d'agir sur un silo qui serait mal conservé, mais ça permet aussi de revoir un petit peu ce qui s'est mal passé dans le chantier d'ensilage et essayer de s'améliorer pour la suite. Donc, voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup Lina. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. En attendant, je vais peut-être préciser, vu que tu parlais Lina du coût des analyses fermentaires. Ouais. Donc une analyse de valeur alimentaire telle que Virginie la décrivait au début, ça coûte à peu près 10-12 euros dans les labos provinciaux. Il faut savoir qu'il y a une bonne partie qui est prise en charge, donc c'est des subsides des provinces qui permettent aux agriculteurs de faire des analyses à moindre coût. Bon, bah, je pense que c'était clair, vu qu'il n'y a pas de remarques ou de questions. Je propose à Arnaud de nous faire signe pour commencer sa présentation. Je branche ma caméra. Pour partager, du coup... Attends, voilà, vous voyez? Oui, on le voit. Vous le voyez toujours en plein écran? Oui. Parfait. Donc voilà, moi on m'a demandé de vous présenter quelques exemples, enfin peut-être des cas concrets d'utilisation des fourrages. Bon, nous, de notre côté, au niveau de fourrage mieux, notre travail n'est pas spécifiquement de faire du calcul de ration, hein. Donc nous, notre travail, c'est plutôt vraiment la valorisation des fourrages. Et c'est vrai que j'ai un peu fouillé dans nos résultats. On ne fait pas d'études directes sur le calcul de ration. Par contre, on a pas mal d'essais avec l'utilisation de fourrage dans les rations. Généralement, l'objet de l'étude, c'est pas spécialement d'étudier en point spécifique, c'est plus d'étudier des performances sur des animaux. Et donc, c'est plus ça que je voulais vous présenter. Peut-être que quelques exemples. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des rations, parce qu'au final, ça n'a pas trop de sens du fait de la variabilité des fourrages. J'y reviendrai aussi par la suite dans le raisonnement. Mais c'est plus de montrer que voilà, si grâce à une analyse de fourrage, on peut choisir une complémentation adéquate. Et à partir de là, en fait, on peut obtenir des potentiels de production assez intéressants, à condition qu'on ait une bonne gestion de ses prairies derrière, hein. Si vous avez un mauvais fourrage de base, ça ne donnera rien. Mais avec une bonne gestion des fourrages et une complémentation adaptée, on peut rapidement avoir des résultats intéressants. Donc j'ai pris 2-3 exemples pour illustrer. Ici, premier exemple, ça c'est un essai qui a été mené au CRA. Donc moi j'y travaillais à ce moment-là et Virginie a pas mal suivi l'essai. Donc même s'il y a des questions plus spécifiques sur l'essai, Virginie pourra y répondre. Et après, je vous invite à nous contacter pour les détails vraiment techniques. Moi, ce que je voulais surtout montrer ici, voilà, en fait, on a engraissé des tourillons. Et l'idée, c'était de les engraisser avec des rations à base d'herbe. Donc, il y avait des périodes en pâturage, mais toute la finition se faisait à l'étable. Mais donc, l'idée, c'était ensilage d'herbe, donc pas de maïs, qui va classiquement, d'habitude, être utilisé en engraissement. Et donc ici, sur la phase de finition, ce qu'on remarque, c'est qu'avec des rations typées ensilage d'herbe,
et une distribution de concentré, je vais dire encore relativement modérée. Au moment, en fin de phase de finition, on était à 40% d'aliments de concentré dans la ration. Alors, ça fait des quantités en termes de kilos de concentré quand même relativement importantes. Après, c'est des rations classiques. Si on va sur des rations chez des engraisseurs, on monte à des 60, 70, parfois 80% de concentré. On a des rations, on n'a limite plus que ça. Donc ici, on avait plutôt déjà une diminution des concentrés intéressant. Et avec notre ensilage d'herbe comme base de ration et comme unique fourrage, en fait, on remarque qu'on obtenait des GQM sur la phase de finition, en fonction du type de taurillon, de plus de 1,3 kg. Donc en fait, on est sur des performances tout à fait classiques, je vais dire en engraissement. Sauf que de l'engraissement classique, on va être, comme je disais, sur des rations parfois limite où il n'y a que du concentré et un peu de paille pour faire l'apport de fibres, ou alors des rations typées ensilage de maïs avec une part importante de compléments protéiques dans la ration pour équilibrer, donc souvent des aliments qui coûtent assez cher, et pareil, qui vont monter à des 50-60% de la ration. Ici, grâce à notre ensilage d'herbe et en fait une complémentation adéquate qui, elle, a reposé, je l'illustrerai après, mais qui reposait sur les analyses, on arrive à des niveaux de performance quand même potentiellement assez intéressants. Voilà, ça c'est en exemple, comme j'ai dit, pour les détails, on peut en parler. Autre exemple que l'on a avec des fourrages, donc ça c'est un essai qui a été fait il y a 2 ans, je ne dis pas de bêtises, en collaboration avec le CRA et nous-mêmes, où on a réalisé des engraissements de vaches blanc-bleu. Donc là, quand on fait de l'engraissement de vaches, pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez que ça mange quand même beaucoup de concentré et des quantités importantes. Et ici, Pardon, on a un petit bruit de fond. Attendez. Je mets le micro. Donc ici, comme je disais, oui, voilà. Donc ici, on a utilisé du foin séché en grange. Donc en fait, pour engraisser des vaches, quiconque l'a fait, même avec une ration, une ration à base d'herbe, ça aurait été assez compliqué en fait. En tout cas, tout ce qui va être fourrage conservé pour des vaches, c'est toujours très compliqué parce que ça demande des quantités d'énergie très importantes. Donc souvent, on va être sur des rations quand on va engraisser des vaches avec parfois pas mal de maïs ou des coproduits comme de la pulpe de betterave, comme de la pomme de terre. Et ici, notre essai reposait sur l'utilisation de foin séché en grange. Alors c'est clair que c'est pas un truc courant. Ça coûte aussi assez cher, donc ça va peut-être pas être rentable juste pour essayer d'engraisser des vaches. Mais par contre, voilà, ça donne aussi un peu une piste de réflexion, de se dire qu'il y a quand même toujours des alternatives en termes de qualité de fourrage et qu'on peut trouver des choses intéressantes. Et voilà, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'au final, avec nos rations, avec du foin séché en grange, donc du foin quand même plutôt de qualité, on pouvait arriver à des performances quand même assez intéressantes avec des GQM proches de 1 kg. On est plus bas que dans l'essai précédent, mais ici on est sur des vaches. Donc des GQM de 1 kg au niveau des vaches, c'est quand même des niveaux de performance assez élevés. Et on pouvait obtenir ça avec des rations. On avait, même en fin de finition, on était encore à 50% de fourrage. Donc là, plutôt d'un point de vue économique, ça peut être assez intéressant. Et pas que économique. Bon, ici, c'est pas l'objectif, mais si on va, puisque là, c'était de l'engraissement, en termes de qualité de la viande, on a toujours des facteurs assez intéressants une fois qu'on utilise de l'herbe dans les phases de finition. Et à titre informatif, voilà, on avait un lot d'animaux qui était aussi avec du foin séché en grange, mais avec des quantités assez importantes de concentré, plus que l'on retrouve dans le schéma classique. Et on se retrouvait aussi avec des GQM de plus de 1 kg, donc là, avec des très bons niveaux de performance. Donc voilà, donc l'idée est vraiment plus d'illustrer que sur base des fourrages, on peut quand même obtenir des productions assez intéressantes. Et que ça peut être une piste de valorisation, mais qu'à chaque fois, ça va reposer sur l'analyse, puisqu'en fait, la complémentation qu'on va devoir donner, on va devoir la calculer sur l'analyse. Autre petit exemple, comme ça je fais des trucs un peu variés. Ici, donc ça c'est un essai qui a été fait aux Pays-Bas, où on a testé l'utilisation de fourrage issu de prairies type haute valeur biologique dans des rations.
Et alors bon, voilà, je vais reprendre un peu de la base. On est parti d'une ration 100% ensilage d'herbe intensif, fauché débumé, enfin où tout l'ensilage d'herbe venait de là. On ajoutait à peu près 3 kg d'ensilage de maïs et en concentré de l'ordre d'entre 3 et 4 kg. Donc on est sur des rations de vaches laitières assez normales, assez générales, et on arrivait à des niveaux de production de 27 litres de lait. L'idée était de valoriser au mieux des fourrages fibreux, en fait, et au fur et à mesure, en fait, on a incorporé dans la ration, initialement, le SPP, là, c'est des fourrages fibreux mais riches en graminées, avec peu de biodiversité dedans. On en a intégré dans la ration jusqu'à 60% de la ration, et on a même fini par donner 60% d'une prairie riche en fleurs, en fait, dans la ration. Et on gardait toujours la même quantité de maïs et la même quantité de concentré. Par contre, sur base des analyses, on a pu adapter un peu la composition du concentré, en jouant un peu sur le type de fibre, même sur la forme de l'amidon, sur la qualité des protéines. Donc voilà, on devait un peu adapter ça en comptant l'analyse. Mais au final, en gardant ça, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de la production laitière, on passe de un peu moins de 27 litres à 25 litres et demi. En sachant, et c'est quand même ça la partie importante, je veux dire que dans votre ration, vous aviez 60% de fourrage fibreux fauché assez tardivement, donc a priori plutôt pauvre. Mais voilà, mais en fait, en équilibrant la ration, en se basant à la base, en tout cas, sur les analyses, après, on doit toujours un peu ajuster selon les observations de terrain, mais en partant là-dessus, on voit qu'on peut assez facilement, entre guillemets, aller valoriser un peu tout type de fourrage dans une ration. Euh, et donc, ce que je voulais plus pour illustrer ici le raisonnement qu'on a et la nécessité des analyses, voilà, Virginie vous a montré qu'il y avait on a vu des nuages de points là, où on voyait qu'il y avait une grande variabilité justement dans les fourrages conservés. Ici, je reprends, alors c'est juste pour un essai, donc c'est même assez faible au final comme variabilité. C'est des essais que j'avais sur des prairies à foin. Engagé en MAE, bon ça change pas grand-chose, donc des prairies fauchées entre fin juin et début juillet pour la plupart, et ça en 2016, 2017, 2018. Le nuage de points que vous avez là, ce sont toutes les analyses qui ont été faites sur 3 ans sur des prairies fauchées entre fin juin et début juillet. Les prairies étaient sélectionnées pour correspondre en habitat écologique spécifique. Bon, ça c'est du détail, mais en soi, il n'y avait pas une grande variabilité de végétation entre les prairies, et on était toujours dans les mêmes dates de fauche, quelles que soient les parcelles. En Wallonie, en région herbagère. Et ce que l'on remarque là, c'est que si vous regardez la variabilité, alors bon, là c'est les unités françaises je vais illustrer après avec des animaux français. Si on prend pour la partie protéines, entre le plus faible et le plus haut, on a une variabilité de plus de 120%. Il y a plus du double de protéines dans les fourrages riches en protéines que dans ceux pauvres. Je rappelle, les prairies étaient en termes de flore, on voyait pas, enfin, visuellement, si je vous les montre, vous ne verrez pas la différence. Et on était sur des dates de fauche sensiblement identiques, même entre années. Au niveau de l'énergie, on va sur des teneurs de plus ou moins 40%, donc également des questions une variabilité très importante. Et comme j'ai dit, la variabilité, elle va d'une parcelle à l'autre, mais certaines étaient vraiment très proches. On était à 2-3 km de différence. Et elle va aussi d'une année à l'autre. Donc on ne peut pas se focaliser sur l'analyse d'une année pour extrapoler à l'année d'après. Et juste pour illustrer un peu cette variabilité, ce que ça représente, ce que ça représente, ici, je vous ai mis les besoins, par exemple, pour une vache limousine adulte en gestation. Et donc, si vous preniez une vache limousine adulte en gestation, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des fourrages, en fait, comblent les besoins, c'est-à-dire qu'ils ont des teneurs en protéines plus élevées que les besoins et des teneurs en énergie plus élevées que les besoins. Mais vous avez toujours une partie des fourrages qui ne comblent pas les besoins en protéines. Donc ceux-là, vous devriez apporter une complémentation protéique. Une partie des fourrages qui ne comblent pas les besoins en énergie. Ceux-là, vous devriez apporter une complémentation énergétique. Et une partie des fourrages qui comblent aucun des besoins. Et donc dans ces cas-là, vous devez apporter les deux. Et forcément, ça varie d'une année à l'autre. Donc en fait, vous ne pouvez pas, c'est ça que je veux vraiment insister là-dessus, vous ne pouvez pas vous baser sur une analyse pour extrapoler à ceux d'une autre parcelle. Ou à ceux de la même parcelle une autre année. On ne peut pas se dire, tiens, je repars de la même base et je vais juste un peu changer la quantité éventuellement que je donne. Peut-être qu'une année, vous allez devoir apporter l'énergie, peut-être qu'une année, vous allez devoir apporter de la protéine, peut-être une année, vous ne devrez rien apporter du tout.
Et donc ça marche là. Et après, ben, forcément, ce type de raisonnement-là, on peut l'avoir pour tous les animaux. Et donc, si on augmente, et en fait, plus vous allez aller vers des animaux qui ont des besoins élevés, et plus cette réflexion sur le besoin des analyses va être importante, parce que bah, si on prend ici une vache limousine mais qui nourrit en veau au pis, les besoins augmentent. On remarque qu'il n'y a quasiment plus aucun fourrage qui comblait là les besoins seuls. J'insiste, hein, c'est du foin fauché tardivement, ce n'était pas non plus l'objectif initialement. Mais forcément, ben, si vous avez ce point-là, la complémentation ne sera pas du tout la même que si vous avez celui-ci ou que si vous avez celui-là. Et donc voilà, on va vraiment faire ça pour la partie énergie, protéines. Juste pour illustrer, on va pouvoir pousser ça beaucoup plus loin aussi au niveau des minéraux. Je ne sais pas si ici dans l'eau, il y a des gens qui ont des bovins laitiers. Dernièrement, j'ai fait une conférence sur la gestion de l'alimentation au niveau du tarissement. Dans ces cas-là, on va regarder les bilans anions-cations. Ben, si vous regardez les bilans anions-cations d'une espèce même de graminée, hein, donc on est sur des plantes qui se ressemblent assez bien, d'une espèce à l'autre, le bilan anion-cation va varier fortement. D'un stade de végétation à l'autre pour une même espèce, ici la fréole, le bilan va varier fortement. Alors forcément, si vous avez une prairie permanente, où vous avez peut-être 10, 15 espèces de graminées différentes, chacune a des stades différents également, et le stade dépendant de la météo d'une année à l'autre, ben forcément, à chaque fois que vous allez faire votre récolte de foin, d'année en année, de parcelle en parcelle, vous allez avoir des variabilités assez importantes. Et variabilité non négligeable, hein. Si on prend ici pour une vache en tarissement, si vous donnez de la fléole en fin épiaison, le bilan anion-cation, il est bon. Si vous donnez du dactyle, il n'est pas du tout bon, il est 3 fois supérieur aux normes. Et donc forcément, ben, d'une parcelle à l'autre, ça a un impact non négligeable. Et juste pour finir, et ça va être un peu, en fait, c'est un peu dommage parce que je finis un peu sur la limite de l'analyse. Mais donc voilà, Virginie vous a parlé de la variabilité. Bon, ça, vous devez y faire attention. Vous allez devoir aussi, vous, vérifier pas mal, observer vos animaux, voir en fait si ça a l'air de répondre comme ça devrait sur base des analyses. Et il y a un facteur qui va notamment être très important et qui, lui, malheureusement, bah, au niveau analyse, reste compliqué à évaluer, c'est le niveau d'ingestion. Qui va forcément impacter tout le reste de votre calcul de ration. Donc ça va être, on va devoir le prendre en compte. Et je donne comme exemple de cette réflexion sur l'ingestion des essais qu'on a réalisés sur des prairies haute valeur biologique, où on a calculé l'unité encombrement, donc en gros c'est le volume que ça prend dans le rumen, ici pour un mouton, de ces différentes prairies haute valeur biologique. Donc plus le chiffre est bas, plus l'animal en mange beaucoup, plus il est haut, moins il mange de foin. Et à titre d'info, ben, une prairie pâturée, on considère que l'unité encombrement, ça a une valeur de 1. Et donc en fait, ici, on s'est retrouvé avec des foins de haute valeur biologique qui étaient mieux mangés que de l'herbe pâturée parce qu'ils avaient une unité encombrement plus basse. Et l'unité encombrement classique pour un foin normal, on va dire, sans trop de diversité, on est aux alentours de 1,4. Donc ici, tous les foins étaient nettement mieux mangés que des foins classiques. Forcément, cette partie ingestion, vous ne l'avez pas sur l'analyse. Et ça va remettre en perspective en fait tout votre calcul de ration. Donc les analyses sont très importantes, comme on peut essayer de l'illustrer. Ça va vraiment chaque fois permettre de choisir la complémentation adéquate. Après, il ne faut absolument pas oublier de confronter ça et d'observer ce qui se passe réellement sur le terrain. J'ai fini, je ne sais pas comment je... Ok, bah, tu as retiré ta présentation là, donc Oui, pas fait exprès. Mais... bon, parfait. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais laisser les participants poser leurs questions dans le chat. Et en attendant, moi j'avais peut-être une question pour Arnaud. Comment est-ce que tu expliquerais qu'un foin de haute valeur biologique est mieux à péter, peut-être, ou en tout cas moins encombrant qu'un foin de prairie classique? Il y a pas mal de facteurs en fait. Donc déjà d'une part, il y a pas mal d'essais qui montrent que la diversité floristique, la diversité végétale amène une augmentation de l'appétence. Ça après, on a pu le montrer sur des styles des prairies temporaires, on va dire en étant très caricatural. Si on met en raie gras pur, il est moins bien mangé qu'en raie gras trèfle et il sera moins bien mangé qu'en raie gras trèfle fétuque en fait. Mais bon, là on est sur des choses encore avec relativement peu
peu d'espèces. Mais bon, on peut éventuellement présumer que ça peut aller plus loin. Après, dès qu'on arrive sur des plantes comme ça, je veux dire, dans la diversité floristique, il y a quand même pas mal de plantes à fleurs qui contiennent, c'est aussi, entre guillemets, une limite de l'analyse, c'est que si vous faites une analyse de fourrage, si vous sommez tous les composants, vous n'arriverez pas à 100% en fait. Il reste derrière ça tous les composés secondaires qui ont des quantités minimes dans le fourrage, mais qui ont un impact sur potentiellement la digestibilité. Il y a des choses qui jouent sur l'activité de la cellulase, positivement ou négativement. Il y a des choses qui peuvent jouer bêtement sur aussi l'attirance par les animaux. Donc avec les composés secondaires, mais malheureusement avec les composés secondaires, on en a déjà listé plus de 10 000 dans le règne végétal. Donc je veux dire, on a du mal à avoir une analyse très précise. Mais je veux dire, ça vient probablement de là, ça c'est clair. Et après, même sur les prairies haute valeur biologique, il y a des grosses différences en fonction du type même général de plantes à fleurs qu'on retrouve entre celles qu'on va appeler à grosses tiges. Alors ça c'est assez visuel, je veux dire, vous avez de la berce ou quoi qui monte à 1 m 20, 1 m 30 de haut. C'est moins bien mangé que toute la partie biodiversité avec des plantes plutôt en rosette qui restent près du sol. Ça c'est logique. Et merci. Ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à poser vos questions aussi oralement maintenant, vu que les présentations sont terminées. Moi, je veux bien faire une petite réflexion. Oui? Oui, vas-y. Oui, d'accord. Bon, j'en ai déjà parlé avec Arnaud. On ne partage pas vraiment la même vision des choses, mais moi, je constate que quand on distribue du foin épillé, alors qu'on n'aime pas le foin épillé en général, hein, c'est toujours une mauvaise caractéristique quand on récolte du foin épillé. Pourtant, je trouve que quand on récolte du foin épillé, on remarque, donc moi je suis beaucoup sur le visuel ou l'odeur, c'est déjà pour ça que j'avais chatté un peu, on remarque un poil hyper brillant. En fait, ou aussi en prairie, quand on laisse monter à graines, donc c'est tout à fait opposé au pâturage tournant dynamique, quand on laisse monter à graines les prairies, ou bien quand on donne du foin épillé, on remarque le pelage, on remarque le brillant du poil. Et ça, je pense, j'en ai pas de certitude, je pense que c'est lié à la teneur en graisse des graines. Et et à la façon dont elles vident, dont elles lèchent les bacs quand je leur donne du foin épillé, enfin, c'est phénoménal. Elles secouent le fourrage pour manger les graines. Donc j'imagine que nous-mêmes, on peut faire nos concentrés à partir des graines de foin. Mais c'est qu'une réflexion, hein, je n'ai aucune indication valable. Du coup, si je peux me permettre, comme ça on continuera à pas être d'accord. Non, je dis ça pour rire. Non, mais par contre, en fait, il faut voir ce qu'on appelle par concentré. Au niveau, je veux dire, la partie énergie, protéines dans des graines d'espèces prairiales, je veux dire, va représenter un aspect tellement minime dans l'apport total que ça va pas faire. Souvent, ce qu'on va appeler concentré, ça va être lié justement à l'apport en énergie et protéines. Après, sur le volet plutôt oligo, composés secondaires, de fait, tout ça peut potentiellement jouer. Après, c'est plus qu'on n'a pas l'info, je veux dire, c'est de fait du visuel. Il y a aussi toute la question que, bon, si tu prends là sur la qualité du pelage, on va notamment regarder enfin, les trucs de base par rapport à la qualité du pelage. On va être sur le zinc, le cuivre au niveau oligo. La digestibilité des oligos, faut être honnête, on n'en a pas la moindre idée, hein. Je veux dire, il y a tellement de choses en interaction qu'on fait quand même fortement au doigt mouillé. Et c'est clair, tout bêtement, c'est un peu l'illustration que je mettais moi avec mes vaches laitières et les fourrages tardifs. Au final, je veux dire, tu as ton fond épillé, tu as des fibres, tu peux avoir des fibres de qualité. Ça, c'est peut-être bête, enfin bêtement entre guillemets, qu'avec ça, en fait, ça permet aux rumens de mieux fonctionner et donc de mieux absorber et de mieux digérer des oligos, tu vois. Ça pourrait aussi être une piste. Parce que, et justement, quand on remet les liens entre analyse et besoin, on peut le réfléchir en termes de production, mais pas que, c'est aussi en termes d'excès. Typiquement, voilà, toi, tu as des bovins allaitants, ça n'a pas des besoins énormes en termes de quantité d'énergie et de protéines. Et Oui, au final, on peut légitimement se poser la question de se dire, tiens, si je... Désolé, il y a le poissonnier chez mon voisin. C'est pas la mais donc, on peut légitimement se poser la question d'un excès d'énergie et de protéines, au final, peut presque être néfaste. Tu vois.
que justement avec du foin épillé, du fourrage épillé, il est certes pas très riche, mais il est suffisant pour ces animaux-là. Et au final, c'est peut-être mieux d'être suffisant que d'être trop riche, en fait. Peut-être, hein, ça reste des réflexions. Mais alors, si je peux aussi répondre, par rapport à la longueur des fibres, j'avais lu que, en fait, il faudrait quand même viser des fibres longues par rapport aux fibres courtes. Donc, ce qui remet un peu en cause les ensilages précoces. Toujours sur le fonctionnement du rumen, donc ça dépend toujours Oui. quel est l'objectif, en fait, hein. Mais c'est clair que pour des bovins laitants, ça n'a aucun intérêt d'aller chercher même chez les bovins laitiers, donc c'est ça l'idée, c'est qu'on essaye de trouver de la fibre. Donc après, si tu n'as que des fibres longues, la production va chuter aussi, et donc il y a en aspect économique, mais c'est clair que pour le fonctionnement du rumen, il faut des fibres qui piquent, hein. Mais bon, voilà, ce ne sont que mes réflexions. Peut-être, Virginie, tu as une réponse aussi ou des éléments de réponse à donner sur base de ce raisonnement? Non, c'est effectivement ça, hein. Effectivement, le ruminant reste un ruminant et donc de la fibre, il en faut. Maintenant, comme disait Arnaud, ça dépend effectivement de la catégorie de bétail qu'on a sur son exploitation et du niveau de production qu'on veut atteindre, même en laitier. Si on a un niveau de production qu'on estime convenable pour son exploitation et qui tourne autour de 6500, 7000 en vache laitière, il n'y a pas besoin d'avoir des ensilages ultra riches, ultra précoces, etc. Si on est sur des niveaux de production qui sont différents, si on vise des niveaux de production plus hauts, là, il faudra jouer sur la qualité des ensilages pour pouvoir les utiliser au mieux et limiter les complémentations. Parce qu'on peut toujours nourrir, pas une vache laitière, hein, mais comme l'a montré Arnaud pour l'engraissement, on peut très bien faire un concentré paille et on va engraisser ces vaches. Il n'y a pas de problème. Elles auront la fibre longue avec la paille, elles auront le concentré. C'est pas l'objectif, en fait. L'objectif, c'est aussi de pouvoir utiliser les ressources disponibles sur l'exploitation pour faire un produit de qualité. Donc, je crois que la qualité des ensilages, en tout cas, et le type d'ensilage ou de foin qu'on va récolter sur son exploitation doit être mis en relation avec son objectif de production et le type de bétail qu'on a sur son exploitation. Je sais pas si. En tout cas. Merci pour ton intervention. N'hésitez pas à poser vos questions, même oralement. On est là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. Moi, je veux bien animer, hein, si vous voulez. Parce que je vois que tout le monde est calme. Mais dans le chat, j'ai écrit l'odeur et je pense que ça a été dit tout au début. Je trouve aussi que l'odeur, quand on ouvre une boule, nous, ce ne sont que des boules d'ensilage. Quand on ouvre une boule, on est déjà à moitié compris que, on n'avait pas trop réussi notre coup, quoi. Et donc, j'entends, je viens de lire Célina qui a partagé en disant qu'une grille existait. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si on trouve ça, si on peut nous la partager en retour, par exemple. Oui, c'est ça, en fonction vraiment. C'est vrai que si on a une odeur fort, qui ressemble au vinaigre, on peut se dire qu'au niveau acide acétique, il y en a probablement une part plus importante dans les fourrages. Et voilà, donc ça, il y a pas mal. Donc, je pourrais l'envoyer à Antoine, comme ça, il peut vous la partager. Il y a aussi une petite brochure sur comment bien réaliser une analyse de fourrage qu'on pourra vous partager. Donc, je vous enverrai ça à la suite du webinaire. Au niveau des analyses, donc, après, les gens vont où ils veulent, hein, mais c'est vrai qu'il y a les laboratoires Equasud qui sont subventionnés donc, au niveau provincial et qui ont également en général du personnel. Je ne sais pas si tous les labos en ont. En tout cas, à Michon, ils ont. Alors forcément, il faut payer la personne, mais il y a quelqu'un qui peut venir échantillonner pour vous. Donc comme ça, au moins, il a déjà le matériel pour bien prélever. Et puis de vos discussions avec lui, ça permet aussi de voir exactement où dans le stock, qu'est-ce qu'il faut aller prendre aussi. Donc ça, n'hésitez pas non plus à vous faire conseiller pour ça, voir aussi avec les gens de Terrae qui pourront vous aider justement. Parce que
On va essayer de caractériser tout en stock. Après, même si, bon, ok, l'analyse c'est pas cher, mais je veux dire, il y a clairement une partie du stock qui ne sert à rien d'être caractérisé, hein. Si vous avez du foin, entre guillemets, voilà, du foin fauché tardivement qui représente 4% de votre stock, à quoi ça sert de le faire analyser? Enfin, vous pouvez le faire, ouais, petite curiosité, mais au final, ça va pas changer grand-chose. Mais donc voilà, ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce que je fais analyser, qu'est-ce que je ne fais pas analyser. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui. Ouais, donc moi c'est plutôt pour un conseil. Donc je suis en Beauvais à l'intérieur depuis déjà des années. Donc au niveau fourrage, ben, on ne se tracassait pas trop par rapport au stockage, en silo couloir ou en ballon de rubanine et même en foin. Mais à partir du mois d'avril de 2023, je vais commencer à traire. Et une partie du lait sera achetée par une fromagerie. Donc j'ai déjà réservé, on va dire, des fourrages qui ont été séchés en ordain de manière classique, mais en ordain, donc on a quand même gardé beaucoup de feuillage. Donc évidemment, si ça vèle au mois d'avril, on va dire qu'on n'a pas de beaucoup de fourrage pour terminer les quelques jours ou les quelques semaines qui restent à l'étable. Par contre, pour les années à venir, du moins préparer fin 2023, puisque tout est groupé et tout sera tari normalement fin décembre 2023. Et qu'il y aura quand même quelques semaines à l'étable où il faut venir avec des fourrages, de préférence secs. Mais alors, j'ai deux beaux silos de stockage, silos couloirs. Et alors, j'aimerais un conseil quand même pour voir au niveau de la matière sèche, ce qui est préférable d'atteindre, pour essayer d'avoir le moins de problèmes avec le butyrique et une conservation quand même qui tient la route. Voilà. Bah, au niveau de la matière sèche, au niveau silo couloir, ce qui est souvent préconisé, c'est vers 35-40% de matière sèche, enfin entre 30-40% de matière sèche, essayer de rester entre cette gamme. Comme ça, bon, on évite les problèmes dus aux mauvaises fermentations, dus au butyrique. Et en même temps, on évite ce problème à la reprise dès qu'il y a de l'oxygène, d'avoir quelque chose qui est un peu sec et donc une porosité plus élevée. Après, en fonction de la teneur en matière sèche, parfois, c'est pas toujours facile de rester dans cette gamme de valeurs en fonction des conditions météo. Par exemple, cette année, c'est vrai que c'était parfois compliqué pour certains. Il suffit que l'entrepreneur vienne une demi-journée plus tard que ce qu'il avait dit et ça peut tout changer. Et donc là, c'est toujours faire attention au niveau du tassage, s'adapter un petit peu en fonction de la teneur en matière sèche. Si vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus sec, peut-être essayer d'augmenter du coup le poids du tracteur ou du bulle qui va tasser, faire attention à la fermeture et savoir que à la reprise, si vous êtes sur quelque chose de plus sec, essayez d'adapter un peu aussi peut-être la hauteur de son silo pour pouvoir avancer suffisamment rapidement et donc éviter d'avoir ces moisissures. C'est ça. Et au niveau conservateur, vous n'avez pas abordé la question, je n'en ai jamais mis. Je mets souvent uniquement que du sel. Mais est-ce que les conservateurs pourraient faciliter la tâche ou... c'est vrai que si vous êtes dans une situation un peu plus compliquée où c'est difficile d'atteindre les bonnes conditions de récolte, si vous avez un ensilage un peu plus sec, jusqu'à 45, un peu plus de 45% de matière sèche, vous pourriez utiliser des bactéries lactiques hétérofermentaires. Donc celles-là vont produire de l'acide lactique et de l'acide acétique. Et l'acide acétique, il a un pouvoir antifongique, donc il va en fait empêcher un peu le développement, enfin retarder le développement des champignons. Et si c'est vraiment trop sec, donc 50, 55, 60% de matière sèche, là c'est peut-être appliquer de l'acide propionique directement, qui pareil est un des meilleurs antifongiques et donc là qui empêchera le développement des champignons. Donc oui, au niveau trop sec, les conservateurs à viser, c'est plutôt bactéries lactiques mais hétérofermentaires ou acide propionique. Inversement, si vous êtes sur un ensilage trop humide, imaginons pour diverses raisons, vous devez récolter vers 30% de matière sèche ou un peu moins, mais là les bactéries à utiliser, ce sera plutôt des bactéries lactiques mais homofermentaires qui vont vraiment diriger les fermentations vers la fermentation lactique et donc éviter les fermentations butyriques et mauvaises ou acétiques. Ouais, c'est ça, donc c'est toujours en fonction de la teneur en matière sèche, et c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que quand on achète le conservateur, on ne sait pas spécialement
ce qu'on aura, mais il vaut mieux parfois, du coup, ne pas utiliser un conservateur plutôt que d'utiliser le mauvais conservateur. Donc ça peut amener des problèmes. D'accord. Ouais. Donc il faut quand même privilégier le foin, mais des années comme 2021, ben, ça reste compliqué de faire du foin. Ouais, c'est ça. Mais c'est au niveau des conservateurs, pareil, si vous voulez un petit tableau qui reprend un peu en fonction de la teneur en matière sèche, en fonction du fourrage, j'ai un petit tableau comme ça, donc je peux aussi vous le transférer, comme ça vous avez une idée plus concrète que juste retenir ce qui a été dit maintenant. Donc c'est quand même pas décidé de comment va se passer le chantier, la météo. Oui, c'est ça. C'est complexe. Ouais, ok, merci. Plus de questions parmi l'audience? Peut-être une question. Que pensez-vous, parce que finalement ici on est sur quand même des sols qui sont carencés en sélénium, et donc il n'y a pas assez de sélénium dans le fourrage. Que pensez-vous des blocs de sel enrichis au sélénium? Bah, du coup, vous n'avez pas trop le choix en fait, hein. C'est plus, oui, non, de fait, on est pour la plupart du temps carencé en sélénium, donc il faut l'apporter via l'alimentation, donc que ce soit bloc de sel ou ajout dans les aliments concentrés. Après, j'ai pas énormément, enfin même dans les blocs de sel, il faut voir un peu la forme. Il y a des formes qui sont plus ou moins absorbables, mais au final, il n'y a pas trop de possibilités, hein. Je crois, je vais regarder, on avait fait, j'étais pas là, mais il y a quelques années, il y a eu des essais chez Fourrage Mieux, je crois, ou avec Michon. Il faudrait que je revoie avec des essais où on mettait du sélénium dans l'engrais, en fait, en espérant qu'il se retrouve dans l'air. Je crois que ça augmentait un peu la teneur, mais je crois que c'était pas suffisant. En tout cas, c'était pas concluant, surtout en plus vu le prix de l'engrais supplémentaire. Donc au final, je crois que la solution qui restait la plus utilisable, c'était via l'alimentation. Donc oui, voilà, bloc de sel ou directement en fonction des concentrés qu'on ajoute en fait, hein. Mais généralement, il faut complémenter, hein. Même les aliments du commerce qui sont enrichis, qui ont une base de minéraux en termes d'enrichissement, généralement, ne sont pas suffisants pour le sélénium. Si. Ouais, donc moi, j'ai encore une question. Donc, mes fourrages sur les analyses de 2022 sont, on va dire, inférieurs aux autres années. J'étais satisfait de la manière dont ça avait été récolté et même de voir le fourrage visuellement. Mais est-ce que c'est quelque chose de général chez les autres par rapport à 2022, qui est une année un peu spéciale au niveau météo? Est-ce qu'il y a eu des blocages dans le sol? Est-ce que ça n'a pas bien minéralisé? Est-ce que je me pose des questions parce que ou alors je dois refaire des analyses? Est-ce qu'il y a peut-être que les analyses me sont, je ne vais pas dire faussées, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même bien sur les vaches, mais on peut être vu aux chiffres, c'est moins bon que 2021, moins bon que 2020. Je ne sais pas si c'est quelque chose de général. Ça, je ne saurais pas dire. J'ai pas de retour par rapport, enfin, en tout cas au CR1, on n'a pas le retour par rapport à la globalité des analyses sur l'année 2022. Je ne sais pas si chez Fourrage Mieux vous avez ce sentiment ou pas. C'est compliqué. C'est compliqué, Ouais. oui. Ouais, je veux dire, bon, ça va dépendre de pas mal de choses. Bon, alors, de fait, déjà, l'analyse, bon, faut voir au niveau de l'échantillonnage, parce que, comme on a montré, il y a des grosses variabilités. Donc, déjà, parfois, sans l'avoir fait, ça peut parfois bêtement venir de là. L'autre point, bon, c'est vrai que la météo est un peu particulière. Et bon, si on part sur des prairies, bah, le facteur principal, en tout cas, ce qui va ressortir au niveau de l'analyse, qui va être mis en avant, c'est le stade de végétation, en fait. Et ben avec des années comme ici, alternant quand même pas mal de périodes sèches,
forcément, ça peut avoir rapidement un impact sur le stade de végétation de quelques espèces. Alors si on se place au niveau énergie et protéines, forcément, s'il y a une ou deux espèces qui ont avancé un peu plus vite et qui sont un peu plus fibreuses, tout de suite, ça va se marquer au niveau de l'analyse. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, d'une ferme à l'autre. Je veux dire, si je prends chez moi, même pour du foin qui a été fait quasiment 3 semaines plus tôt que l'année dernière, il est moins bon que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il pleuvait tout le temps, et donc même au mois de juillet, c'était encore des prairies tardives, c'était encore limite feuillu et vert, que là, fin juin, c'était déjà complètement épillé. Donc voilà, ça peut jouer. Et c'est vrai que sur les premières coupes, ce qui a peut-être eu aussi un peu, c'est qu'il a fait froid, je sais pas où vous êtes, mais il a fait froid quand même assez longtemps. Et donc, en fait, il n'y avait pas grand-chose, et puis d'un coup, tout a poussé et a avancé en végétation, et donc il y a pas mal de gens, à mon avis, qui se retrouvaient à faucher à des stades de végétation peut-être un peu plus avancés que d'habitude, parce qu'entre guillemets, avant, il n'y avait pas encore assez pour faucher, parce qu'il faisait froid et que l'air ne décollait pas, donc ça peut peut-être venir bêtement de là. Après, il faut voir qu'est-ce que vous appelez moins bon, et jusqu'à quel niveau c'est moins bon, parce qu'il y a quand même... il y a une marge d'erreur sur les analyses, qui est... Oui. Et quand on voit d'où on vient et où on arrive en termes de marge d'erreur, ça veut dire que l'analyse est quand même très précise, mais ça reste qu'il y a quand même quelques pourcentages, et c'est que l'air de rien, vos quelques pourcents, ça fait que ça vous paraît un peu plus pauvre, mais qu'au final, au niveau des vaches, ça fait très pauvre. Mais oui, ça travaille pas trop mal. C'est ça qu'il faut toujours garder, que l'analyse, c'est la base de réflexion pour, si on se met ici, on va dire pour préparer l'hiver. Voilà ce que j'ai, comment est-ce que je prévois mon truc, est-ce qu'au final, oui, j'ai un grand manque en protéines, ou ainsi de suite, quel fourrage potentiellement je mets avec l'autre, enfin, et comme ça, on a un peu la base. Et après, de fait, on part sur ce que les animaux donnent et comment ça réagit. Donc, ça évite de ne pas partir de rien, mais c'est clair que ça doit toujours être remis en perspective des performances qu'on obtient. Ok. Je vois qu'on a une question de Freddy Van der Hagen. Je vais peut-être le laisser prendre la parole pour qu'il contextualise un peu. Donc, sa question, c'était est-ce que c'est avantageux d'acheter un endaineur à tapis plutôt qu'un endaineur classique pour préserver la qualité du fourrage? Donc, peut-être contextualiser pour quel type de fourrage vous parlez, quel type de prairie, quel mélange. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, il n'a pas de caméra. Peut-être juste d'écrire ici dans le chat quel type de prairie, quel type de mélange vous avez à récolter. Je ne sais pas si un des intervenants veut réagir par rapport à la demande de Freddy. Je ne sais pas pour quel mélange il s'agit, mais donc il demande si l'achat d'un endaineur. Voilà. Donc c'est pour prairie temporaire riche en trèfle, voire foin de raie gras sec récolté en foin qui est cassant, ramassé avec l'endaineur. Enfin, je vous laisse lire parce que c'était peut-être pas clair comme ça. Il y a ton micro. Ah oui, on t'entend par nous. On t'entend Ouais. par nous. Voilà. Donc oui, j'ai pas de retour sur l'endaineur à tapis. Je sais pas, je connais personne qui en utilise. Après, c'est vrai que donc là, il y avait eu des essais au CRA, c'était sur la luzerne qu'on avait fait ça avec C'est la des luzerne. pertes au fanage. On n'avait pas pu tester différents endaineurs. Le CRA m'a demandé quelque temps des avis sur des faucheuses. J'aurais dit que plutôt que d'acheter des faucheuses, il devrait tester différents endaineurs. Je sais pas où ça en est, mais bon. Ils ont fait, c'est Fabienne Rabier du CRA a testé, je pense, il y avait endaineur tapis, endaineur soleil, endaineur classique. Justement à Libramont sur un mélange riche en luzerne, mais je peux retrouver. Je n'ai pas, j'ai pas suivi directement l'étude, on a fait des analyses. Ce qui avait été mis en évidence, il me semble, mais c'était pour les faucheuses. Mais il faudrait que je retrouve l'étude en tout cas. En tout cas, ils avaient... Sur les premiers essais qu'on avait fait avec Fabienne, mais donc en testant des réglages de machine, mais donc avec enfin, conditionneur, faucheuse conditionneur, et au niveau endaineur, c'était la vitesse des toupies, des choses comme ça. Voilà. Ce qui marquait surtout, c'était que de fait, le gros de la perte en fait avait lieu si on manipulait du fourrage à plus de 60% de matière sèche. Voilà, c'est ça. Donc je veux dire, de base, ça, pour tout le monde, on peut déjà retenir ça. En dessous de 60% de matière sèche, alors sous condition de bien régler sa machine, je veux dire qu'elle n'aille pas gratter tout le sol avec.
de travailler à la rosée idéalement quand il y a encore un peu d'humidité. Donc en respectant les bonnes pratiques, hein, si on fait n'importe quoi, ça va pas. Mais en respectant des bonnes pratiques, jusqu'à 60%, il n'y a pas trop de soucis. C'est au-dessus que ça devient embêtant. Et donc c'est vrai que de fait, c'est là que la question de l'endéneur à tapis, est-ce qu'il est moins agressif? A priori, oui. A priori, oui. Est-ce que c'est rentable de le faire? C'est aussi la question. Parce que dire que il y a des gens qui font du foin en manipulant, pour ainsi dire, pas le fourrage au-dessus de 60% de matière sèche, en fait, hein. Ils endènent quand il fait 60, et éventuellement, ils bougent l'andin, mais je veux dire, avec un endéneur bien réglé, on peut bouger l'andin sans que ça ne soit non plus trop agressif. Et au final, on n'a pas de chiffre exact sur les pertes au fanage, pas non plus l'air toujours tout à fait catastrophique. Donc, est-ce que c'est rentable pour l'utilisation? Surtout, bon, là, moi, les entraîneurs à tapis, je vois le système, mais je connais pas bien en termes de rendement horaire, ni du coup, Moi non plus. ce que ça représente. Je veux dire, en denneur à soleil, je sais que ça coûte relativement cher, mais dès qu'on a des grandes surfaces, ça devient vite rentable parce que ça accélère sérieusement le rendement du chantier. En denneur à tapis, à mon avis, ça n'augmente pas fort. Donc, Bah, je peux regarder hein, ou je peux demander à ma collègue qui a fait l'étude si elle a un résumé, un rapport, et puis vous le fournir, quoi. Super, merci. Eh bien, je vais laisser conclure peut-être Sophie, qui a 2 mots à nous dire. Et je remercie encore une fois les intervenants pour votre participation. Merci beaucoup.